Si seulement il y avait une émission amusante et instructive sur la bande dessinée. Ça existe, Billy. Mais vous sortez d'où? C'est Fréquence BD, et c'est tout de suite. Oh. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois, diffusée à 16h sur Fadjet et à 20h sur Bram FM. Votre émission bande dessinée donc présentée par Benjamin, moi-même. Je suis heureux de vous retrouver pour cette émission sur le mois de décembre et je suis pas seul, je suis accompagné de notre reporter 4x4 qui gravit les bouts des reportages. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, bonjour Benjamin. Bah écoute, ça va très bien, c'est très gentil comme présentation là pour une fois que tu m'as fait. Comment ça pour une fois ? À chaque fois je clame ta grandeur d'esprit. Ouais. Et maintenant, je dis que tu es une voiture, parce que j'aime beaucoup les voitures. Alors, Okay. Tu as effectivement fait un reportage pour cette émission. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as fait donc ? Et bah moi j'aime bien du coup faire des petits reportages. C'est pas le premier, je sais pas si vous avez remarqué, mais fait des petites sessions reportages. Et je suis partie dans les médiathèques et dans les bibliothèques de Bordeaux pour un petit peu comprendre quel rapport ils avaient à la bande dessinée. D'accord, merci beaucoup. Donc on écoutera ça en deuxième partie d'émission. Et quant à moi, je vous parlerai des bandes dessinées sur les célébrités qui pullulent en fin d'année, bien souvent. Donc on va parler de plein de célébrités et je vais vous dire pourquoi ça existe et qu'est-ce qu'on en retient. Et on aura peut-être la chance, je l'espère, d'avoir un petit débat là-dessus. Wow. Un avis d'expert finalement. Nous ne sommes pas des experts, ça sera plutôt niveau PMU en termes de discussion. Mais pour l'instant, on va s'intéresser aux sorties BD du mois de décembre 2022. Fréquence BD. Le problème du mois de décembre, c'est qu'il s'agit bien souvent d'intégraux, des sorties d'intégrales, parce que c'est facile à faire et ça fait toujours plaisir sur le sapin. Donc, entre autres, il y aura l'intégrale de Rahan, un intégral avec les 5 premiers tomes de Jeannette Pointu. Tu aimes bien Jeannette Pointu ? Je crois que j'ai jamais lu. Moi non plus, je n'ai jamais lu, mais voilà. Je sais que ça existe. Et enfin, un intégral que j'ai quand même décidé de vous présenter, même si je n'aime pas trop. Je vais vous parler des Indociles de Camille Rébétez et de Pitch Comment, qui sort le 2 décembre. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire de Lulu et Joe, qui sont deux ados de 17 ans qui vivent dans un village du Jura, côté suisse, dans les années 60. Et ils s'emmerdent pas mal et ils n'ont pas grand-chose pour s'occuper. Ici, de familles modestes, ils vont au bistrot discuter de tout et de rien pour tromper l'ennui et ils feront n'importe quoi pour sortir de cette monotonie. Donc voilà, une histoire sur la jeunesse qui s'ennuie. Moi j'aime bien les gens qui ces thématiques-là, j'adore les gens qui s'ennuient. Et puis même je me dis dans le Jura, il peut y avoir un petit côté... je sais pas, moi... Des décors avec des grandes montagnes. C'est ça, moi j'imagine des sapins, des gens qui traînent comme ça dans les abribus avec des sapins derrière. C'est quasiment la couverture, il me semble, du bouquin. Donc oui, tu as l'œil pour... Enfin, C'est parce que je connais le Jura. C'est ça. Alors donc, Les Indociles, donc le 2 décembre. La Tresse de Lilan et Al Jazeera, sorti le 7 décembre. Tiré du roman de Laetitia Colombani, La Tresse nous amène à travers divers continents découvrir la vie de Smita, Sarah et Gulia, 3 femmes qui n'ont rien en commun à part d'être une femme. Une est une indienne, l'autre est canadienne et la dernière est sicilienne. Femmes de conditions différentes, cette BD rend hommage à toutes celles qui se battent pour leur liberté. Donc une BD qui suit 3 histoires de femmes. Voilà, elles n'ont rien à voir. D'où le titre, en fait. D'où le titre. C'est des regards croisés sur un vécu qui a des similitudes. Quoi. C'est ça, c'est La Tresse, comme les cheveux. Donc voilà, donc La Tresse de Lilan et Al Jazeera, sorti le 7 décembre. Ça a l'air sympa, ça. Et moi, tu sais ce qui est vraiment sympa pour les fêtes de Noël ? La bûche, manger, pour te faire des cadeaux. Neige ? Non, les crises d'angoisse. Ah ! Voilà, Paranoia de Giulio Rinchen. Comment on prononce ces... Je sais pas. Je pense si on lui demande là, ça va prendre trop de temps, donc vas-y, prononce comme tu veux. Rincione. Allez. Voilà, je vous le prononce à la française, au moins vous trouverez Paranoia. Donc sorti le 9 décembre, alors qu'est-ce que ça parle ? Ça nous parle de l'histoire de Alan, qui souffre de crises d'angoisse fréquentes, qui le met dans un état de dépersonnalisation.
Lors de ces crises, il ne ressent plus rien, hormis une profonde solitude. Waouh, sympa. Ouais, ça a vu, hein. Alors, il est aidé par un docteur qui va l'aider à voyager dans ses angoisses, ses souvenirs et ses peurs afin de découvrir le cœur de sa paranoïa, sous un fond d'histoire d'amour où un deuil ne s'est jamais fait. Très... D'accord, ok. Donc un voyage initiatique à travers le mental d'une personne. C'est pas vraiment initiatique, je pense. Non, mais pas initiatique, mais je veux dire... comment dire? C'est pas... j'ai oublié le mot que je voulais dire, mais... Onirique? Non, c'était pas ça, mais ça marche aussi. Ça marche étonnamment. Oui, mais onirique, mais dans le sens pas bien, tu vois, ouais. le sens qui fait peur. Et donc j'ai lu quelques planches de paranoïa, et c'est assez intéressant parce que le début, en fait, c'est un gros plan sur une plante morte. D'accord, ok. Sur la plage. Oh, ok, d'accord, donc très symbolique. Voilà, c'est pas mal. Enfin, en vrac, donc ça ne sort pas le mois de décembre, ça sort fin novembre, c'est même d'ailleurs déjà sorti le tome 6 de l'Arabe du futur de Riyad Satouf. Sa série... Une très grande série, un classique. Hein. Tu adores Riyad Satouf, j'adore Riyad Satouf, et j'adore encore plus l'Arabe du futur, pour le coup, je trouve ça super. Voilà, donc une série... Mais bon, c'est vraiment un classique. Hein, série qui nous raconte donc son enfance. Ouais, tout à fait. Voilà, donc avec l'histoire de son père, sa mère, etc. Et c'est ultra intéressant. Et puis même, ça permet de mieux connaître quelques contextes historiques de la Syrie, il me semble, pays dont il est originaire. Je vous propose également le tome 10 de Légende, et également le tome 3 de Swan et Neo, donc c'est deux enfants youtubeurs à succès depuis maintenant 5 ou 6 ans, il me semble, qui ont été connus pour avoir des ouvertures de jouets. Et maintenant, ils ont des bandes dessinées à leur nom, des cahiers de texte à leur nom, un jeu de société à leur nom, un parc d'attraction à leur nom. Enfin, pas le parc d'attraction. Une banque à leur nom Non, mais pas. Par contre, Swan et Néobank, je l'ai pas. Ok, laisse tomber. Merci beaucoup pour ce humour que je ne comprends pas. Mais non, mais je crois qu'ils avaient vraiment un délire avec les parcs d'attraction, où il y avait un truc qui était à leur thématique, ou alors ils étaient invités à Disneyland, je ne sais plus. Mais dans tous les cas... voilà, ils ont 10 ans de moins que moi et ils sont plus connus. Ça n'a aucun rapport. Oh, dis donc, ça sent un peu le seum là. Moi, le seum, pas du tout. Un petit peu, c'est pas un peu jaloux? Moi, pas du tout, je ne suis pas du tout jaloux de ça. Tu voulais être un youtubeur à succès? Mes vidéos n'ont jamais cartonné. J'avais 3 vues, c'était moi et ma maman. Oh, mais c'est qui la troisième personne? C'est moi qui l'ai regardé 2 fois. Et alors justement, on va se quitter avec on va écouter une chanson. Vu que je vous ai parlé du Jura avec les Indociles, on va justement diffuser donc une chanson d'un chanteur jurassique. Chanteur du Jurassique, ça se dit Jurassique, pour moi, c'est Jurassic Park. Enfin, c'est vraiment un dinosaure. En fait, ça vient littéralement un dinosaure. Ça vient de là, hein, le Jurassique, ça vient du Jura. Parce que les fossiles ont été découverts au Jura. Oh, mais c'était le petit point histoire. C'est ça? Ok, d'accord, merci. Comme quoi on apprend des choses. Mais donc, on va dire, donc, ce chanteur jurassique, on va donc écouter Hubert Félix Tiefen avec La fille du coupeur de joint. Une chanson qui nous parle des ravages de la drogue, mais sous un air entraînant, donc ça va. Ça va, bah ouais, ça va. C'est tout de suite sur Bram FM et sur Fadjet. Descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. On était 5 chômeurs à se lamenter sur notre malheur, en se disant qu'on se taperait bien la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne, là qu'elle nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joie.
qu'elle nous emmène sur sa paille. Elle nous fait le coup du zeppelin. La fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Nous on était 5 chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, toi, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Quand on eut passé la ferraille, elle nous fit fumer de sa paille. Sacré bon Dieu que c'était bien, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Plus question de chercher du travail, on pédalait dans les nuages, au milieu des petits lapins, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. De la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Fadjet 94.2. 94.2 La meilleure radio de la région Lorraine. Où ça? En Meurthe-et-Moselle. Quoi? À Nancy, rue Charles III. Trop d'informations, 03 trop d'informations. 94.2. Fadjet. C'était Hubert Félix-FN sur Bram FM et sur Fadjet avec la fille du coupeur de joint. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, c'est l'heure des reportages de Marie qui a changé de micro. J'espère que ça sera plus. Ouais, c'est mieux là, parce que bon. Comment ça va depuis tout à l'heure? Bah franchement, le décalage de chaises était compliqué, mais là ça va mieux. Nickel. Alors, donc, comme on l'a dit précédemment dans la première partie, tu vois, c'est très spirituel ce que je dis. Tu as donc été dans des médiathèques et des bibliothèques pour interroger des gens. Alors raconte-nous vite fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, déjà, il faut savoir que moi, je consomme beaucoup de bandes dessinées grâce à des médiathèques, des bibliothèques et tout, parce que bah, ça coûte cher, en fait, les bandes dessinées. Ça coûte... voilà, il y a des très très beaux objets. Oui, le prix moyen, maintenant, il est à 11 € pour les classiques. C'est ça. Mais ça peut vite monter pour un gros tome, 15, 16, 20... C'est ça. Tu peux avoir des BD à 20 €, comme tu peux avoir de très beaux objets à 80 €. Enfin... Oui, il y avait La Bombe. Est-ce que tu te souviens, cette bande dessinée sur les essais nucléaires, qui était un tome énorme, là, qui, bon, maintenant, chez moi, c'est repostable, le machin, il fait 10 cm d'épaisseur, enfin, c'est un délire. Mais donc oui, c'est un... Donc voilà, et je voulais un peu savoir, en cette période où il fait froid, où ça va être les vacances, où il faut occuper les plus jeunes ou s'occuper soi-même, et en fait, qu'est-ce que proposent les bibliothèques qui peuvent être des lieux dans lesquels les gens peuvent aller, ou parce que il y a du chauffage et des trucs à faire. T'es en train de dire que t'es en train de squatter le chauffage de la médiathèque? Ouais, complètement, le chauffage de Wi-Fi et les livres, du coup. D'accord. Bon, bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai été un petit peu demandée comment ça se passait. Et j'ai déjà rencontré, en fait, Claudia, qui elle, quand j'ai rencontré, elle avait une pile énorme de BD qu'elle portait comme ça, puis elle regardait partout. Je me suis dit,
ça doit être une fan, et effectivement, donc elle a un petit peu expliqué pourquoi en fait elle venait là. Et ensuite j'ai rencontré donc Thierry, qui lui travaille, donc qui est bibliothécaire à la bibliothèque de Mériadec à Bordeaux, qui est une très grande bibliothèque. Et il a un petit peu expliqué lui ce qu'il proposait. Et comment ça s'organisait en fait la sélection, parce que y a un budget à respecter, ils ont beaucoup de choses qu'ils veulent prendre, donc voilà, mais je vais le laisser parler et expliquer ça beaucoup mieux que ce que je fais là. Ça vous arrive souvent de venir en médiathèque pour aller chercher des BD ? Je ferai une fois par mois. D'accord. Parce que même si j'essaie d'aller en librairie et en acheter, la BD c'est un beau budget. Parce qu'à la médiathèque, j'ose prendre des choses que j'aurais pas forcément achetées. J'ose, parce que comme il y a, oui, forcément c'est le prix, mais comme il n'y a pas les prix, du coup je prends, je lis, j'essaye. Si je termine pas, c'est pas grave. Tous les nouvelles BD, je les découvre ici, que ce soit ici ou en librairie. C'est un peu la sélection qui fait la bibliothèque. La différence entre un bibliothécaire et un libraire, c'est que le libraire, il peut vous proposer 60 documents identiques, même si c'est une grosse bouse, il vous la propose quand même parce que lui, il va la vendre. Moi, j'ai un document, ou un autre document, ou encore un autre document. Et je choisis dans ces documents-là lequel je vais vous proposer, en vous disant, c'est plutôt celui-là qui est bien. Alors que le libraire, lui, en fait... si c'est bien ou pas bien, il va vous le dire si vous lui demandez lequel est bien. Mais ça ne l'empêchera pas d'avoir 60 exemplaires de quelque chose qu'il va trouver pas bien, mais qu'on lui demande tous les jours. Et alors, à la différence, pour les acquisitions, pour les acheter, alors là c'est plus compliqué, parce qu'en fait il y a la plupart du temps au moins 4-5 000 ventes de nouveautés par an en édition. Donc une bibliothèque ne peut pas acheter 4 ou 5 000 titres nouveaux. De même, donc là on est obligé de faire un tri. Donc à partir de là, on va prendre les grands auteurs, ceux qui sont irratables. Et à l'inverse, là ça va être plus compliqué pour un auteur qui n'est pas encore connu, comme avec les premiers romans en haut, ou alors avec des auteurs où on ne sait pas trop si ça va marcher ou pas, ou ça va être un peu cher ou pas. Alors du coup, comme on l'a vu en fait, même si comme on l'a vu, comme on l'a entendu, parce que vous n'avez rien vu. J'étais ébloui tellement sa présence est présente. Mais du coup, les bibliothécaires ont donc un rôle important à jouer dans la sélection qu'ils proposent aux lecteurs et aux lectrices. Mais au-delà de ça, au-delà de cette sélection qu'ils font, c'est cette première chose qu'ils peuvent toucher pour un petit peu essayer d'orienter les livres comme ils veulent. Il y a aussi un autre aspect qui est super important dans leur métier, c'est le lien qu'il y a avec les gens. Que ça soit par la médiation, donc en fait parler avec des gens qui ne savent pas trop quoi lire, n'ont pas forcément la connaissance des grands auteurs ou des grandes autrices, ou ce genre de choses, et simplement proposer des choses. Et ça en fait ça se fait à double sens, mais du coup là c'est Audrey qui est elle, c'est difficile à dire, qui est elle bibliothécaire à la bibliothèque de Bastide, qui l'explique, et je vais la laisser parler pour qu'elle en fait nous explique le lien en fait qu'elle entretient, le double lien qu'elle entretient avec les lecteurs. Alors juste avant qu'on écoute les... Comment tu as dit, j'ai oublié son... Audrey. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dans ce qu'il a dit, ce cher monsieur, c'est qu'il a parlé de Thierry, merci. Et je suis très mauvais pour les... Retiens les noms, il y en a quand même que 3 là. Désolé Pépito. Okay. Tu as changé Marie. Non, en fait, il parle de lui, il n'est pas là pour vendre des livres, il est là pour les proposer. Et c'est vrai, je me rappelle très bien que le CDI de Loritz, où j'étais avant à Nancy, avait proposé un des bouquins que j'avais présenté à Fadjet. Et je trouve ça assez marrant, tu vois, que c'était un bouquin, il avait été imprimé genre à 500, 600 exemplaires, c'était un délire. Et ils avaient proposé ça au CDI pendant un moment. Et je me suis dit, mais en fait j'étais content parce que je me suis dit, c'est une BD qui est vachement cool, qui a été imprimée en peu d'exemplaires et qui a pu être mise en avant et être feuilletée par quelques lycéens à Loritz. Et voilà, je voulais reparler de ça parce que c'est totalement dans le sujet, même si un CDI c'est un peu une bibliothèque finalement. Oui, c'est globalement, c'est globalement le même fonctionnement, la même idée qu'il y a derrière un CDI et une bibliothèque, c'est juste pas rattaché à un établissement. La prochaine fois on ira dans un CDI, je pense. C'est ça, c'est vraiment la prochaine étape. Et après on ira dans une école primaire. Voilà. Pourquoi pas ? Allez. Et donc là, oui, je disais juste que ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que dans les petits ouvrages qui sont et qui sont très peu édités, qui sont présentés dans des médiathèques ou dans des CDI, il y a aussi un côté local.
où en fait on s'efforce un petit peu de mettre en avant des artistes locaux, des auteurs locaux, pour un petit peu présenter leurs travaux. Et ça passe des fois aussi par les médiathèques qui sont dans ces villes-là, qui peuvent proposer directement voilà, juste montrer ce qu'il y a juste en bas de chez nous, des gens qui font des trucs sympas. Voilà, mais du coup, On reprend le fil. On revient à Audrey, qui du coup va nous expliquer un petit peu comment elle parle avec les gens qui vont lire des livres et comment elle les écoute aussi. Pendant les vacances scolaires, on cible un peu plus les publics jeunes. Les ados, c'est plus compliqué parce qu'ils passent pas trop la porte de la bibliothèque, ils ont autre chose à faire que de venir à la bibliothèque. Mais pour le coup, pour accrocher avec les BD, avec l'offre manga, c'est plutôt pas mal parce que là, ça les attire vraiment. Mais oui, on axe plus notre programmation culturelle sur le public jeunesse parce qu'on sait que c'est attendu même de la part des parents, que ce soit des lectures pour les tout petits, des ateliers bricolage pour les plus grands. Oui, on axe plus pour la jeunesse. Ici, en tout cas, c'est le gestionnaire de collection qui va plus souvent mettre en avant des BD, mais après, c'est un peu tout le monde. En fait, c'est souvent, on met les nouveautés en présentation, et les coups de cœur, c'est suite à la lecture, on met des petits cœurs, mais ça arrive même que des fois, des lecteurs nous disent « Moi, j'ai adoré ce titre », et on met un petit coup de cœur parce qu'on a un lecteur qui a aimé, et du coup, après, quand on range, tout le monde range, on voit une BD avec un petit coup de cœur, on voit qu'il y a de la place sur un présentoir, et on va la mettre, et voilà. Vraiment, c'est chacun par rapport à son ressenti, ses lectures, va mettre il va de son cœur, et puis on est ouvert aussi aux propositions des lecteurs. Il y a de tout, ça c'est nous qui faisons un choix quand on achète nos documents. En fait, on a un budget donné sur l'année, et après là c'est à nous. Alors chaque personne du coup a sa sensibilité particulière, donc forcément ça aura une couleur par rapport à la personne qui achète, mais oui, on achète de tout, on achète des nouveautés, c'est quand même le but de proposer régulièrement des nouvelles choses. En fait, on sort des vieilles choses pour mettre des nouvelles choses, et puis après on a de tout, on a que ce soit du très très grand public qui sont en tête de rayon à la Fnac, comme on va avoir des choses qu'on va aller piocher dans des toutes petites librairies indépendantes, et après on a de tout, on a du manga, du comics, des BD un peu partout, espagnoles, italiennes, et puis on a de la jeunesse et de l'adulte. On est là justement pour ça, pour mettre dans les mains des personnes, alors que ce soit pour les personnes initiées, de beaux objets qui vont effectivement coûter très cher, qui pourront pas qui pourront pas s'offrir, voilà, ou pour des personnes qui n'ont pas du tout accès à ça, qui ne savent pas passer la porte d'une librairie par faute de moyens ou juste d'habitude. On est là aussi pour ça, pour les amener avec des choses très simples dans cet univers-là, et après c'est tout notre travail de médiation, de leur dire mais si vous avez bien aimé ça, moi j'ai ça à vous proposer, et petit à petit on les initie à quelque chose d'un peu plus pointu. Alors comme on l'a vu du coup, on l'a toujours pas vu, hein. Punaise, il y a trop de lumière dans ces voix. Non, mais c'est parce que moi, tu vois, la vue, ça vient. C'est l'expression, elle vient direct. Mais bon, bref. Donc, comme on l'a entendu, c'est quand même super cool. On va pas se cacher qui est tout ça. Qui est des grands auteurs, qui est des petites BD un peu indé, qui est différents types de contenus aussi, des biographies, des BD jeunesse, des BD drôles. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et ça, c'est Thierry qui me l'a raconté, qui m'a expliqué que lui, en fait, quand il a débuté, la BD avait encore ce saut qu'on s'efforce un petit peu d'effacer de sous-art, en fait. Oui, que la BD, c'est pour les gamins, ça demande pas trop d'efforts, puis c'est que des petits dessins. Et là, ça demande... En fait, c'est ça, c'est le problème qu'il y a en plus de ce côté un peu, la BD, c'est quelque chose qui est vraiment soit pour les enfants, soit c'est un sous-art, soit c'est un peu dénigré, c'est que là, ça demande aussi du budget. Parce que forcément, il faut quand tu veux présenter une section BD dans une médiathèque, ça te demande de l'investissement. Et ça, à une certaine époque, c'était pas du tout possible. Et donc, mais pourtant, c'est super important, parce que la BD, c'est un médium qui permet, et ça on ne répétera jamais assez, de parler de plein de sujets. Je pense qu'on le voit quand tu fais les sorties BD, on voit vraiment des thèmes totalement différents. Et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour Thierry, et justement, il m'en a parlé. Depuis toujours, au niveau des bibliothécaires et des mairies, il est préférable que les enfants lisent de la BD plutôt que rien du tout. Ça, c'est la base historique du pourquoi du comment. À l'époque, moi, quand j'ai commencé, la bande dessinée avait une très mauvaise image. Un peu comme les romans roses,
Moi, quand je disais que j'aimais la BD, on me disait bon, t'es gentil, mais bon, c'est pas de la littérature, quoi. Et au fur et à mesure que les années ont avancé, la bande dessinée a commencé à avoir une meilleure image et n'était plus de la littérature ou sous-littérature pour enfants et jeunesse ou attardés, mais aussi une véritable culture pour adultes. Et entre-temps, on a commencé à voir arriver la bibliothèque, les BD mangas, donc tout ce qui est BD asiatique, et également un développement de l'offre américaine en dehors des super-héros. Je parle de la BD underground et autres, comme Crumb ou Joe Matt, des choses comme ça, qui font autre chose que des super-héros. Et pareil pour les mangas, on peut voir aussi des grands auteurs maintenant en manga qui font des œuvres véritables, quoi, comme Taniguchi ou Tezuka qui dessinent depuis longtemps. Et alors au niveau de la bande dessinée, ça a été un peu pareil, il y avait quelques séries qui étaient un peu pour les grands, on va dire, et puis au fur et à mesure l'offre s'est développée et a commencé à être un véritable du bijou en fait, et donc à partir de là, c'est pas un problème en bibliothèque de proposer tout type de BD du monde entier et une offre large pour un public large, puisqu'il y a également beaucoup de lectrices, ce qui n'était pas le cas avant. Et pourquoi pour vous c'est important que ça soit dans des médiathèques, dans des lieux où tout le monde peut aller? Mais parce que la BD elle aborde tous les sujets. Au niveau on peut avoir des biopics, des biographies, on peut avoir des livres d'histoire, on peut avoir des petits trucs drôles et de la comédie bien entendu, mais il y a aussi des choses expérimentales en BD. Il y a des artistes surréalistes, il y a des gens qui mettent toute leur tripe, tout leur cœur dans des bandes dessinées, parce qu'il y a comme je vous dis, il y a des histoires qui sont légères, et d'autres qui sont très lourdes ou carrément écrasantes, quoi. Et c'est l'occasion en bande dessinée des fois de faire, de traiter un sujet et de le faire un peu plus facilement passer. Thierry, donc, il dit, donc, comme tu l'as dit, que la BD avant c'était mal vu. Mais en fait, je trouve qu'on peut faire un parallèle assez intéressant avec le jeu vidéo, mine de rien, parce que pareil, le jeu vidéo, toujours aujourd'hui, mais avant était vu comme un truc ultra de niche, je crois qu'ils utilisaient le terme de japonaiserie pour dire que c'était vraiment pas ouf. Mais c'était la même, mais c'est arrivé en même temps que les mangas, etc. en France. Et aujourd'hui, quand on voit ce que c'est, on peut penser par exemple aux Z-Even qui récoltent plus de 10 millions d'euros pour des associations, etc. Ouais, et puis même au-delà, oui, bien sûr, c'est des œuvres d'art en soi. Oui, mais alors qu'il y a du son, il y a des musiques, il y a des dessins, il y a du texte, etc. Ça englobe plein d'arts et pourtant, ça n'a rejoint que très récemment les arts, tu sais, je crois que c'est le... Je sais plus c'est le combien de chaînes d'art, mais le classement. Et je trouve que la BD, c'est le même chemin finalement quand on y réfléchit. Et je trouve qu'un parallèle entre les deux... Ouais, mais tout à fait. De toute façon, je pense que les formes d'art, l'évolution dans l'art, c'est pas du tout des choses qui se fait de façon... comment dire, enfin, ça passe pas d'un jour à l'autre, on accepte une forme d'art, il y a vraiment une certaine évolution. Et il y a aussi parfois des gens qui sont conservateurs. Mais je pense qu'il faudrait qu'on essaie d'en inviter un pour savoir comment fonctionnent ces classements. C'est une super bonne idée. Je pense que ça pourrait être intéressant. Pourquoi on a considéré qu'à partir de telle année, c'est bon, on dit que la bande dessinée est un art à part entière. Pourquoi on a tout de suite dit que la sculpture c'en était un. Tu vois, et puis ça pourrait même amener un questionnement de qu'est-ce que l'art. Écoute, on va pas y répondre maintenant. Je suis totalement pour faire cette émission philosophique de la bande dessinée. En tout cas, merci beaucoup pour ton reportage très intéressant. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que tu as apprécié, Benjamin. Moi, j'apprécie toujours ce que tu fais. Et je vais encore plus apprécier ce que tu vas nous faire écouter juste après. Tu retrouves le titre. Putain, c'est pas possible. T'as une chose à faire. Je suis désolé. Casse les couilles, putain, cette meuf. Je vais arrêter de travailler avec moi. C'est bon ? Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on va écouter ? Alors, on va écouter Fayrouz. Fayrouz. D'accord. Fayrouz. Et le titre, c'est Saloumi El Nas. Voilà, petite dédicace à ma prof d'arabe qui m'a fait découvrir cette musique super cool. Voilà. Et on l'écoute tout de suite. Est-ce que tu peux redonner le titre ? Alors, c'est Saloumi El Anas et c'est de Fayrouz. Tout de suite sur Bram FM et sur Fadjet. Et on revient juste après.
سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعطلوني سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعطلوني غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني وهب الهوى ومكان الهوى لأول مرة ما منكن سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى بيعز علينا يا حبيبي لأول مرة ما منكن سوا طل من الليل قالي ضويلي لقاني الليل وطفى اناديلي طل من الليل قالي ضويلي لقاني الليل وطفى اناديلي ولا تسأليني كيف استهديت كان قلبي لعندك دليلي واللي اكتوى بالشوق اكتوى لأول مرة ما منكن سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى بيعز علينا يا حبيبي لأول مرة ما منكن سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لأول مرة ما منكن سوا Des bulles, de la radio et un tas de bonnes choses. C'est Fréquence BD et ça reprend tout de suite. De retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet et sur BAM FM. Nous venons d'écouter... Fayrouz. Merci beaucoup Marie. Fayrouz. Et tout de suite, nous allons parler. Nous avons écouté un reportage édifiant sur les médiathèques. Et sur Édifiant, je sais vraiment pas si c'est le mot, mais... J'ai été édifié. Voilà, je D'accord. suis une cathédrale. Et en parlant de cathédrale, je vais donc vous parler des bandes dessinées sur les personnalités. Qu'est-ce que ça n'a rien à voir. Pire transition. Pire transition. Mais tu sais, on m'a pas engagé pour les transitions. Hein. Alors, si je vous dis Michel Drucker, Gad Elmaleh, Joséphine l'Ange Gardien, Kev Adams, Bigard, Coé, Charlie et Dino, Ça fait beaucoup. Là. Moundir, Jeff Panatlock. Quel lien peut-on trouver entre tous ces belles personnes? Ils aiment bien la tarte au citron. Sans doute qu'ils aiment la tarte au citron, mais non, ce n'est pas ça. Ils ont une ou plusieurs bandes dessinées qui leur sont consacrées. Mais alors, pourquoi? Par qui? Dans quel but? Pourquoi quelqu'un va se dire sciemment, tiens, et si je m'achetais la dernière BD de Bigard? Ne vous inquiétez pas, j'ai enquêté pour vous et vous allez tout savoir. Alors on a tous vu ces bandes dessinées dans les rayons de notre supermarché qui traînent. On traîne dans les rayons, le regard un peu vague, et soudain, une couverture aux couleurs criardes avec un gros dessin style caricature d'un visage que l'on semble reconnaître. Alors notre regard est happé et on se rapproche de cette drôle de calligraphie et là, paf! Vous voyez écrit en gros sur l'ouvrage Dr Simès. Oh, Et j'ai compris que tu aimais bien le Dr Simès. Ah bah, bien sûr. Et bah, comment tu réagis quand tu vois écrit en gros Dr Simès? Bah, je pense que tu vois, je m'attarde comme ça. Ouais. Je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Est-ce que c'est un rêve, une réalité? Alors, toi qui as l'habitude de le voir sur la préface de ton magazine Conso, tu le vois sur un nouvel ouvrage. Alors tu le feuillettes afin de faire une pause entre ton achat de courges et de chips. Et là, Exactement. aucune émotion.
Les blagues sont vues et revues, l'humour est potache, ne réinvente pas l'eau chaude, mais il est présent. Vous reposez le livre dans l'étagère et vous faites cette réflexion. C'était bien sympa, mais qui achète ça ? C'est une excellente question et bien souvent des fous qui tournent autour de 6000 ventes avec une communication assez timide, voire même absente. On peut se demander à quoi elles servent donc ces BD. À quoi elles servent donc ces BD ? Ah, il y a de l'écho ici. Et ben en fait c'est tout bête, à se faire de la caillasse, clairement. Ah ouais, ok, la thune. Ouais, je sais que dans Fréquence C'est un peu BD, décevant. on ne parle pas trop d'argent parce que je trouve que ce n'est pas un sujet intéressant, mais qui est malgré tout présent. Et vu que nous sommes en période de Noël et qu'on nous rabâche les fêtes de Noël depuis octobre, à croire que Halloween n'existe pas, pareil pour la Toussaint, ce serait sympa, des pubs pour la Toussaint à la radio. Donc on nous bassine 3 mois avant de Noël. Non, moi j'en ai un peu matelas, qui vu que Noël c'est commercial totalement, et quand 2-3 films de Noël faut bien changer les idées, et ben on fait des BD sur les personnalités. Alors bien souvent c'est des commandes pour boucher un trou chez un auteur, avec généralement quelques mois pour le faire. Et est-ce que tu sais si les gens dont la BD parle participent en fait activement à la création de cette BD-là ? Et ben justement, en fait, ça dépend énormément, parce que on avait déjà eu, donc, dans la première saison, un dessinateur qui s'auto-éditait lui-même, qui avait dit ouais, les éditeurs c'est des salauds, ils prennent tout l'argent. Dans ces bandes dessinées à personnalité, c'est encore plus le cas parce que la personnalité touche également des droits d'auteur vu qu'on utilise sa gueule comme héros de l'histoire. Donc au final, l'auteur se retrouve avec pas grand chose, mais voilà, c'est un petit truc pas facile à faire pour se faire un peu de sous. Mais alors donc tu disais, est-ce que la personnalité, genre pour la BD Kev Adams, est-ce que la personnalité a quelque chose à dire ? Bah quand même. On parle de lui. Donc, effectivement, la célébrité, ou alors quelqu'un qui représente la célébrité, regarde et dit « Ouais, cette blague, elle a l'air bien. Ah, il faudrait peut-être la modifier pour que ça colle plus à mon univers. » Et si la personnalité en a rien à faire, et bien, c'est quelqu'un d'autre qui dit « Ah non, elle préférait que ça soit plutôt comme ça. » Donc oui, il y a quand même un droit de regard, c'est normal. Ce qui fait qu'il y a un dialogue incessant entre l'auteur, l'éditeur et la personnalité en question. Ce qui fait que... selon les personnalités, il y aura plus ou moins une bonne écriture, plus ou moins un meilleur jeu. Par exemple, pour la bande dessinée sur le duo de youtubeurs que je crois que tu apprécies, Baptiste et Gaël, une bande dessinée a été faite, mais ils étaient là lors de tout le processus. Alors que par exemple, pour la bande dessinée sur Joséphine l'Ange Gardien, elle était très absente du processus de création. Okay. Et en fait, ça fonctionne pas toujours. Alors t'en as certaines qui fonctionnent, comme celle sur Jarry, qui va bientôt fêter son 4e tome. Est-ce que tu connais Jarry, ce célèbre humoriste ? Oui, ouais. Et moi je l'ai découvert en écrivant cette chronique, tu vois. D'accord, ok. Il fait des trucs drôles ou pas ? Je ne sais pas du tout. Moi j'aime bien. Et voilà, sache qu'il y a 4 tomes de Jarry et ses enfants. D'accord, ok. Je ne sais pas pourquoi ses enfants en particulier, mais je pense que le succès de cette bande dessinée, des bandes dessinées sur les personnalités, c'est un peu une question de circonstance. Tu dois d'être là au bon moment. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir réellement un lien entre la célébrité et le succès. Tu veux dire au moment donné... Voilà, le jour où Jarry est sorti, peut-être qu'il y avait une grosse hype Jarry en France. Mais est-ce que tu penses pas que c'est plutôt l'inverse ? Est-ce que tu penses pas que c'est le moment où les célébrités ou les personnes qui, sur qui on fait les bandes dessinées sont un peu dans un creux, dans une petite traversée du désert, et du coup on profite pour sortir ces BD-là en espérant que, genre ici ils sont entre 2 projets, on continue à parler d'elles, on continue à entretenir aussi les personnes qui oui, que l'image fans. De marque reste présente. C'est ça, que l'image de marque soit présente en fait, parce que finalement, si on regarde du point de vue de la personnalité qui est au centre de la BD, c'est du merch en fait. Oui, c'est totalement ça. C'est quand ils sont dans des séances de dédicaces, dans des salons ou même à la télé, bien souvent ils vont en parler de la bande dessinée sur eux. Mais c'est une excellente question et j'avoue que je ne me suis pas amusé à comparer les dates de sortie avec les dates d'activité, on va dire, de ces personnalités. Mais je peux te dire que déjà pour Baptiste et Gaël, vu que c'est des youtubeurs, ils en avaient parlé évidemment sur leurs chaînes respectives, mais ça s'était vendu autour de 7000, 8000. Il y a aussi, là tu as parlé de plusieurs youtubeurs, je pense qu'il y a aussi c'est vraiment très particulier par rapport aux humoristes, etc. Parce que je pense qu'il y a la volonté, quoique pas si particulier par rapport aux humoristes. En fait, il y a la volonté, je pense, de créer un objet qui parle de ces personnes-là. Par exemple, en fait, les mecs qui font des sketchs sur YouTube, en soi, tu regardes la vidéo, mais t'as pas un objet, t'as pas quelque chose qui permet d'identifier, de
montrer ton appartenance à soi Alors que- à la fanbase et tout. Alors que si t'avais un livre de lui, là, tout de C'est suite... ça, c'est vraiment différent. Et c'est pareil pour les humoristes en fait. Enfin, tu vas avoir des sketchs, tu vas avoir des choses qui sont éphémères. Oui, mais qui- tu peux acheter un CD des sketchs. tu Oui, vois. c'est vrai, mais ça se fait quand même de moins en moins. Alors que justement, je pense qu'il y a aussi ce truc-là de. En fait, on utilise la BD vraiment comme objet, à l'équivalent d'un mug. tu Ouais, vois. pour moi, dire, c'est ça. genre, je soutiens Gad Elmaleh parce C'est que ça, j'ai sa BD chez c'est moi. pour montrer, genre, tu la mets quelque part. Et puis. Et c'est comme tu disais, en fait, généralement, c'est quand même des BD où. Très, très clairement, enfin à part certaines, la qualité est vraiment discutable. Et du coup, en fait, pourquoi ça continue d'exister ? Je pense que c'est vraiment ce côté d'objet que tu affiches et que tu montres. Mais c'est vachement intéressant ce que tu dis là. C'est vrai que j'avais pas vu sous cet angle-là, mais c'est vrai que ce que j'ai lu quand même quelque chose de très, parce que par exemple, moi j'aime bien le duo comique Charlie et Dino. Voilà, c'est mes goûts, hein, j'ai des goûts de vieux, je fais ce que je veux. On respecte. Voilà. Je n'ai absolument rien dit. Pourquoi tu t'agresses ? Je sais pas pourquoi. T'agresses comme ça Je me défends et c'est vrai que j'ai écouté, j'ai lu quelques planches et oui, c'est vrai, on retrouve un peu le délire du duo. Ça prolonge en fait, on va dire, le plaisir de leur musical, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et, quand même, j'ai donné un exemple qui est assez intéressant avant de finir. Je voulais parler de Jean-Pierre Gibra. Est-ce que tu connais Jean-Pierre Gibra ? Oh non. C'est un grand scénariste et coloriste qui est connu pour sa série Goudard, qui est sortie en 78. Eh bien, sache qu'il a fait des BD commandes qui narrent les histoires de la chienne de Danny Saval et de Michel Drucker. Voilà, c'est ça. Waouh, ok, what ? Il a fait donc 2 bandes dessinées sur Zaza, la chienne de Michel Drucker. Et donc c'est quelque chose qu'il ne souhaite pas se souvenir, parce que il raconte dans une interview que c'était pas les meilleurs moments de sa vie. Mais je trouve ça marrant, tu vois, qu'on aille faire le produit dérivé jusqu'à faire un truc 2 tomes sur la chienne de Michel Drucker et de sa femme de l'époque, Danny Je trouve ça Saval. quand même un peu dommage. Hein. De quoi ? Parce que ça veut dire que... T'aurais préféré sur Michel Drucker directement ? Oui, déjà, évidemment. Mais non, mais tu vois, ça en dit beaucoup sur la façon dont les maisons d'édition, etc. fonctionnent. C'est-à-dire que derrière, il y a de l'argent pour faire 2 tomes sur la chaîne de Michel Drucker, et il n'y a pas d'argent pour développer des projets, je sais pas, d'auteurs qui sont moins connus, qui ont peut-être des super bonnes idées, qui ont peut-être beaucoup de choses à dire, quand même, qui sont d'une autre importance que parler de la chaîne de Michel Drucker. Et justement, le piège en dessous ça, c'est que on peut devenir un auteur à commande et faire que des bandes dessinées sur telle célébrité. Et c'est une situation que beaucoup veulent éviter, mais certains peuvent très bien s'y plaire. On n'est pas là. C'est ça. Et puis, c'est pas parce que tu fais des BD commandes en fait dans ta vie que tu seras pas un grand auteur. Tout le monde a besoin de manger au bout d'un moment. Et juste faire ça. Et puis même je pense si t'es fan de la célébrité, il y a moyen de t'amuser un peu, surtout si tu peux discuter un peu avec. Voilà, ça peut être. En fait, le truc, c'est que je pense que la différence, c'est quand c'est vraiment justement ce côté produit et quand ça en devient une BD où vraiment un peu biographique ou peut-être des anecdotes, etc. Et là, ça peut être, en fait, au final, que ce soit des youtubeurs ou, je sais pas, un président, en fait, il n'y a plus de différence et on parle vraiment de la personne et c'est beaucoup plus profond. Et puis, il y avait la bande dessinée très rapidement, parce que l'heure tourne, c'était celle sur Thomas Pesquet. Que le docteur Moustache avait fait, qui était excellente. Ah ouais, super bien. Et que je recommande chaudement, donc qui raconte comment son histoire en fait, jusqu'à ce qu'il aille dans l'espace. Ouais, voilà, mais là c'est totalement différent, je trouve. Mais et sauf pourtant, que ça reste une personnalité. Sur le hype Thomas Pesquet, et pourtant c'était, je sais pas, il y avait vraiment un côté historique, tu vois, une biographie basique, une biographie d'une c'était une biographie, ou le livre de Mathieu Sapin sur Gérard Depardieu aussi, qui avait très bien fonctionné. Enfin bref, on a parlé beaucoup de célébrités. Avant de se quitter, on a une annonce à vous faire. Et Marie, je te laisse l'honneur de nous le dire très rapidement, très succinctement et un peu mystérieusement. Pour garder toujours le mystère, eh bien, Bram FM nous a bien travaillé et nous avons la chance d'être un très grand festival, le plus grand festival de la bande dessinée, je pense. En France, oui, en tout cas. En France. Et on sera présent, du coup, au Festival d'Angoulême. Voilà, donc chaque année, on parle des prix qui ont été décernés. Là, cette fois-ci, on sera sur place. On sera sur place. Donc, Marie, je compte sur toi pour prendre tous les sons de la Terre. Ah tout, j'ai tout. Tout. Et s'il y a Joséphine Lange Gardien, tu enregistres Joséphine Lange Gardien. Je sais pas ce qu'elle foutra là-bas, mais tu l'enregistres. Let's go. Avant qu'elle disparaisse, comme ça. C'est ça, en claquement de doigts, tu l'as très très bien fait. Alors justement, on va donc se retrouver le mois prochain en janvier. Alors, on ne se retrouvera hélas pas le 6 janvier.
Ben oui, parce qu'il se trouve que ça sera la semaine du Nouvel An. C'est ça, et qu'il faudra se récupérer du Nouvel An. Ah non, c'est surtout qu'on n'aura pas le temps en fait d'enregistrer. On n'a pas les mêmes priorités. Non, mais toi tu feras la fête si tu veux. Moi je suis là pour le travail, je suis pas là pour m'amuser. Très bien. On se retrouvera le vendredi 13 janvier. D'accord. Oh, voilà. On commencera bien l'année. Voilà, l'année 2023. On n'est pas superstitieux. Moi si. Et donc on commence le vendredi 13. Voilà, quoi de mieux pour commencer le mois de janvier. Merci beaucoup d'avoir été là, Marie. Est-ce que tu veux qu'on se quitte sur une chanson ? Et oui, on va se quitter sur une musique. D'ailleurs, j'ai fait un gros effort, je tiens à le préciser, pour ne pas passer de rap dans cette émission. Donc, je te remercie. Donc on se quitte sur Mon amour, mon ami de Kalika. Eh ben merci beaucoup. Merci à toi, Benjamin. Et on se retrouve donc en janvier. Le 13. C'était Benjamin et Marie sur Fréquence BD. Et bonne année en fait. Et joyeux Noël à tous nos auditeurs. Oui, mais on aurait pu le dire en janvier aussi, là on est juste en avance là. Ah bah écoute, vaut mieux être en avance. Et ben bonne fête à vous et donc on se retrouve l'an prochain sur Bram FM et sur Fadjet. Bonne soirée à vous. Au revoir tout le monde. Fréquence BD revient le premier vendredi du mois prochain avec encore plus de BD. Oh, c'est ça qui est bon. Fréquence BD. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Ouais. Ouais, c'est le désert dans la totale. Je remplace centime par sentiment. Mon cœur se transforme en billet. Ouais. Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos grâces, pour notre manque de compréhension envers l'homme et sa putain de race. Ouais. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi, mon amour, mon ami. Quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Voilà. Que j'aimerais leur tendre la main, mais c'est sauvage, me la couperait. Mettrais ça sur le dos de la faim. Ouais. Une vision de paranoïa. Le corbeau remplace le chant du coq. Un je t'aime coupé à l'ammoniaque. Oh, je finis comme un nul de coq. Ouais. Toi, mon amour, mon ami. Quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas